Bonjour mes petits. Aujourd'hui j'ai voulu mettre mon foulard parce que je trouve que je fais un peu paysanne russe et ça me plaît bien. C'est un peu bête ce que je vous dis là, mais tant pis, hein, c'est comme ça. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous lire ce fameux roman de Adélia Turin que j'aime beaucoup. Toujours cette auteure italienne qui pense beaucoup aux petites filles. Et celui-ci s'appelle Camélia et Capucine. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà lu ou pas. Voilà. Alors, j'ai pas mis de musique non plus. Oh, j'aurais pu mettre un peu de musique. Il était une fois un roi, une reine et leur fille, une jolie princesse blonde appelée Camélia. On vantait beaucoup au château sa chevelure d'or, ses yeux de turquoise. Sa tante Iris disait: avec de tels yeux et de tels cheveux, Camélia aura l'embarras du choix. Les princes les plus beaux, les plus gentils, les plus riches demanderont sa main. Et Dame Aïda, une amie de la reine, ajoutait: l'avenir de Camélia est assuré. Elle a les plus beaux yeux et les plus beaux cheveux du monde. Mais je vois pas ce que je vous montre, alors je sais pas trop si vous avez vu ou pas. La reine était une femme pratique. Elle répétait: Camélia, tiens-toi droite, coiffe-toi, ne te ronge pas les ongles, mets les robes que je t'achète, souris et parle peu. Tu pourras choisir un prince, et si tu m'écoutes, tu épouseras le plus riche. Seule avec son amie Marguerite, elle était moins optimiste. À voix basse, les deux femmes se désolaient des grands pieds de Camélia, de son profil accusé, de son manque d'à-propos, de ses manières brusques. Camélia avait une amie, Capucine, une sorcière. Elle était un peu plus âgée qu'elle et très belle, comme la plupart des sorcières, quoi qu'on dise. Elle habitait dans le donjon du château et se montrait très rarement au salon. Les trois docteurs à demeure au château, chargés de veiller sur les petits malaises du roi et les rhumatismes de la reine, l'avaient en grippe. Elle était trop savante, ses potions et ses onguents étaient trop efficaces, son rire trop ironique. Camélia passait tout son temps avec Capucine. Elle lisait, se promenait, cuisinait, riait à perdre haleine. Camélia était heureuse. Un jour, Camélia dit à son amie: Capucine, il paraît qu'un beau prince riche et gentil va venir pour m'épuiser. Tu en as déjà vu un comme ça? Il paraît qu'il en existe, dit Capucine, mais tu sais, les princes, ce n'est pas tellement ma tasse de thé. Camélia regarda autour d'elle. Son beau-frère, le prince de Castelfichu, qui riait comme un imbécile et ne parlait que de ses chiens. Le prince Château-Râpé, le mari de sa cousine Violette, qui la gardait enfermée pour courir derrière toutes les filles. Et le vieux prince de la Tortue Lurette, très riche, mais laid, géniard, maussade. Camélia s'inquiétait un peu, mais se disait que même s'il n'y en avait qu'un seul, si ce qu'on disait de ses cheveux d'or et de ses yeux turquoise était vrai, elle était sûre de le séduire. Aussi demanda-t-elle un jour à Capucine: tu me trouves jolie? Oh oui, lui répondit Capucine avec enthousiasme. J'aime ta peau d'abricot, tes épaules de nageuse, ta voix grave, et j'aime aussi tes yeux qui pétillent d'humour, ton nez impérieux, ta façon de marcher. Camélia en fut émue. Personne ne lui avait jamais parlé de toutes ces perfections. Voilà le prince charmant qui a...
Un soir, le roi annonça d'un air solennel. « Camélia, écoute ton vieux père. Le prince de Gruyère te veut pour épouse. Son père possède une fabrique de fromage. Ils viennent mardi pour parler de ta dot. » Et la reine ajouta. « Camélia, tu mettras ta robe lilas et tes chaussures à talons. Tu n'en mourras pas si tu as mal aux pieds. 1 heure ou 2. Je te peignerai convenablement et tâche de parler le moins possible. » Le prince de Gruyère arriva, accompagné de son père. Il était beau, timide, plutôt plaisant. Le père de Camélia et le roi de Gruyère parlèrent pendant des heures de fromage et de dot. Le soir, Camélia, les pieds douloureux et une bague au doigt, courut chez Capucine. « Il est très beau et même sympathique, mais je n'irai pas à Gruyère avec lui. Je veux vivre avec toi. » Et elle jeta la bague par terre. Sans mot dire, Capucine la ramassa et la mit dans sa poche. Le lendemain matin, la reine vit que Camélia ne portait plus sa bague. Elle manqua s'évanouir lorsque sa fille lui dit d'un air innocent qu'elle l'avait perdue. « Que dis-tu, malheureuse? On ne perd pas une bague de fiançailles. Ça porte malheur. Il faut absolument la retrouver. »« Cherchez cette bague et que ça saute !» cria le roi à la cantonade. « Vous avez 24 heures pour me la rapporter. » Camélia courut décrire la scène à Capucine, qui versait dans des pots de miel de ses abeilles. En l'entendant, Capucine sortit la bague de sa poche et la laissa tomber solennellement dans le pot qu'elle remplissait. La bague disparut dans le miel doré, comme si elle s'y était dissoute. Au château, on cherchait fiévreusement sous les meubles, sous les tapis, dans les vases, derrière les tableaux. Le roi de Gruyère s'inquiétait. Il fallait trouver chaque jour un nouveau prétexte pour reporter le mariage. Exaspéré, le roi dit un soir à sa femme. « Écoute, Prudence, une bague en vaut une autre. Achetons la même sans le dire à personne et qu'on n'en parle plus. Les Gruyères pourraient changer d'avis, rompre les fiançailles, on ne sait jamais. Réfléchis, nous ne trouverons jamais autant de fromage à faire épouser à notre fille. » La reine ne céda pas. « Puisque je te dis que perdre une bague de fiançailles porte malheur, tu ne comprends donc rien ?» Alors le roi prit l'affaire en main. Qu'en regardant le rembourrage des fauteuils, une armée de tapissiers s'installa dans le château pour éventrer fauteuils, banquettes, divans, pouf, sans jamais retrouver la bague. Le roi dormait de plus en plus mal et faisait des rêves agités, confus, qui l'intriguaient. Lorsqu'il vit dans un rêve 2 béliers verts qui jouaient aux échecs sur un grand piano, il demanda à Capucine de l'interpréter. Sérieuse comme un pape, Capucine dit « Bélier, piano, vert, c'est clair. La bague se trouve dans un matelas ou dans une couette. » Un bataillon de matelassières et matelassiers dressa son camp dans la cour du château. Des cousins, oreillers, traversins, cardant des montagnes de laine, chantant et buvant, remplissant l'air de flocons, sans retrouver la bague. Quelques jours après, le roi se réveilla en sursaut. Il avait rêvé que ses défunts parents dansaient en petite tenue dans le grand salon du château, pendant que lui-même, enfant, déguisé en pirate,
et perché sur des échasses, allumait des chandelles qui pendaient du plafond par grappes. Capucine l'écouta, attentive, et lui dit sans rire que c'était clair. Enfance, ancêtre, salon, chandelle. La bague est dans une bougie. Toutes les bougies du château furent fondues dans l'immense marmite et la cire fut filtrée. En vain. Capucine se fit raconter le rêve encore une fois et dit « Suis-je bête? Balle, échasse, chandelle, la bague est dans la doublure ou dans l'ourlet d'un vêtement. Des dizaines de couturières et de couturiers, la bouche pleine d'épingles, mirent en pièces et remontèrent les habits de toute la cour, échangeant les manches et ratant les cols. Rhabillés, les courtisans ressemblaient à une bande de clochards. Mais la bague ne se montra pas. Pour la troisième fois, se retenant de rire, Capucine se fit raconter le rêve. « Je vois une autre possibilité, dit-elle. Danser en petite tenue, la bague est au fond d'un puits. » Des spéléologues descendirent dans tous les puits du royaume, inutilement. Le roi eut d'autres rêves qui le menèrent, grâce à Capucine, aux livres de la bibliothèque, à la compote dans le garde-manger, aux carpes de l'étang, à la paille du poulailler, au lustre du vestibule, au fromage de la cave, au coucou du salon. Une nuit enfin, il rêva qu'il était perché sur un arbre et mangeait de la glace aux pistaches avec une énorme cuillère d'argent, tandis qu'un lapin géant dormait sous une tente grise. « Cette fois-ci nous y sommes, dit Capucine, gardant à grand-peine son sérieux. Arbre, pistache, argent, gris. La bague est dans le jardin. » Le lendemain, on arracha les plantes, les arbres, les haies. On retourna la terre des pelouses. On la passa au tamis. Pas l'ombre d'une bague. Depuis le début des recherches, Camélia s'était enfuie chez Capucine, qui écrivait fiévreusement un livre sur la signification des rêves. Le château était désormais bouleversé, les meubles démontés, le jardin rasé, les puits asséchés, les lustres de guingois, les fromages râpés, la compote aigrie, les livres effeuillés, les courtisans fagotés comme des clowns. Et ce fut alors que, inquiets, les gruyères arrivèrent un matin au château. De la tour, Camélia les vit entrer et ressortit une minute plus tard, criant, gesticulant. Elle poussa un soupir de soulagement et reprit sa lecture. Après avoir détruit son château et dépensé l'argent de sa femme, le roi vendit sa fabrique de bouillotte et finit pauvre comme Job. Capucine et Camélia vivent au bord de la mer. Camélia restaure des objets d'art. Capucine écrit des romans policiers. Dans la cour du château en ruine, il y a encore un pot de miel, au fond duquel repose une bague en or. Et voilà, belle histoire, n'est-ce pas? Et jamais personne n'a retrouvé cette bague. Au revoir mes petits, au revoir mes petites.